L'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré dans une longue interview accordée à la chaîne israélienne Channel 12, début février, que Poutine et Zelensky voulaient un cessez-le-feu, mais que les négociations ont été rompues par les pays occidentaux. Sur demande de Volodymyr Zelensky qui était convaincu qu'il y avait une fenêtre réduite dans laquelle un accord pourrait être conclu pour mettre fin à la guerre, l'ex-premier ministre israélien s'est rendu en mars 2022 à Moscou pour négocier un accord de paix. Bennett a coordonné ses efforts, dans les moindres détails avec les États-Unis, l'Allemagne et la France. Lorsqu'on lui a demandé si les alliés occidentaux avaient finalement bloqué l'initiative, Bennett a répondu, en gros, oui. Ils l'ont bloqué et j'ai pensé qu'ils avaient tort. Sa conclusion, je soutiens qu'il y avait de bonnes chances d'un cessez-le-feu s'ils ne l'avaient pas empêché. Il a confirmé que Biden avait décidé de prolonger la guerre plutôt que d'obtenir un accord de paix, car cela permettait aux États-Unis de reconstruire une grande coalition internationale contre un ennemi commun, même si cela se faisait au prix du sacrifice de centaines de milliers de vies ukrainiennes. L'OTAN a décidé qu'il était nécessaire de continuer d'écraser Poutine. Le ministre turc des Affaires étrangères a confirmé et a accusé l'OTAN de saboter les négociations de paix. Il y a ceux, au sein des États membres de l'OTAN, qui veulent que la guerre continue. Ils veulent laisser la guerre continuer pour affaiblir la Russie. Ils ne se soucient pas beaucoup de la situation en Ukraine. Les déclarations de Bennett, si elles sont vraies, soulèvent des questions fondamentales. En effet, pourquoi les pays de l'OTAN ont-ils bloqué un cessez-le-feu à l'époque? Et l'Occident est-il possiblement en partie responsable de l'escalade ultérieure de la guerre? À l'époque en mars 2022 plusieurs milliers de personnes avaient déjà été tuées. Mais depuis lors, plus de 200 000 personnes sont mortes. Peut-être que cela aurait pu être évité. Qui est important et qui rebat la donne en ce moment. Oui. Ce sont les récentes révélations qui ont été faites par l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, mais également par l'économiste Jeffrey Sachs ou par les Turcs, tous ayant participé directement ou indirectement aux médiations qui ont été lancées dès le début du conflit en Ukraine, et tous les trois, et donnant bien sûr des points de vue concordants, bien qu'ils aient, appartenu à différentes périodes de négociations, et disant que les Américains ont délibérément empêché Zelensky de signer un accord avec Moscou parce que leur intérêt était la poursuite de la guerre pour essayer d'affaiblir durablement la Russie. Donc là, on a des preuves éclatantes, des interviews de Bennett, des témoignages des négociateurs des négociateurs turcs. Donc tout ça, plus le temps avance, plus nous amène à prendre conscience du jeu machiavélique qui a été celui des Américains et malheureusement du président ukrainien qui a littéralement sacrifié son peuple dans une guerre qui aurait pu être arrêtée, certes de manière très défavorable pour leurs intérêts, au bout de quelques semaines. C'était quand qu'il y a eu cette tentative de négociation à laquelle d'ailleurs Zelensky était prêt à participer et à laquelle, selon les Israéliens, les Turcs et effectivement les Allemands et quelques économistes américains, c'était quand exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Où les Américains ont dit non, et Boris Johnson aussi, le Premier ministre anglais de l'époque. On dit pas question, vous ne négociez pas. Alors, les tentatives de négociation, notamment israéliennes, ont commencé dès la première semaine du conflit. Elles se sont poursuivies quasiment jusqu'à la fin mars. Elles ont été doublées à un moment donné par ce qu'ont fait les Turcs à partir du 10 mars et jusqu'au 29-30. Et d'après les sources qui ont assisté à ces négociations, ils racontent que Ukrainiens et Russes en étaient à la 7e ou à la 8e version d'un document qu'ils s'apprêtaient à signer. Ouais. Et puis le 30 mars, il se produit un revirement complet et à ce moment-là, les deux parties disent qu'elles ne peuvent plus arriver à un accord. Et quand on cherche à l'expliquer, on voit que Biden arrive à Bruxelles le 23 mars, il va au sommet de l'OTAN, de l'Union européenne, puis il est en Pologne le 26, il va rencontrer Zelensky et on sait maintenant, notamment par Jeffrey Sachs, que les Américains ont opposé une fin de non-recevoir aux négociations qui étaient près d'aboutir, et donc a été prise la décision de poursuivre la guerre. 7 mois après la fin de son passage au poste de Premier ministre dans le cadre d'un mandat controversé et plusieurs mois après son retrait de la vie politique, Naftali Bennett a brisé le silence en accordant une longue interview fleuve qui a duré 5 heures. Se remémorant ses actions de Premier ministre sur la scène internationale, Bennett donne le détail dans cet entretien, des concessions faites par les leaders russes et ukrainiens pendant son travail de médiation suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Il déclare que Vladimir Poutine lui a fait la promesse de ne pas assassiner son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, tandis que ce dernier a consenti à renoncer à rejoindre l'OTAN.
טוב, הסיפור מתחיל קודם. אני נפגש תקופה מסוימת לפני המלחמה. Ça a commencé avant ça. Avant la guerre, peut-être 2 mois. J'ai rencontré Poutine pour la première fois à Sotchi. La réunion a duré environ 5 à 6 heures. Nous avons discuté de nombreux sujets, y compris des sujets généraux tels que l'histoire militaire et le rôle de l'URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Il aime le fait que j'exprime la vérité, que la principale force qui a vaincu les nazis était l'URSS. L'armée rouge. Je le dis parce que c'est historiquement vrai. Il l'appelle la Grande Guerre patriotique. C'est au cœur de l'histoire russe, en particulier pour Poutine. Ils ont battu les nazis, et au prix le plus lourd. Et il est très intelligent, très pointu. Pas effrayant. Il a le sens de l'humour, un peu aussi, oui. קצת, כן, היו פה ושם, היו בגלל שאחד, קודם לזה, התקשר אליי אחד יומיים לפני, כשידעו שאני נוסע, התקשר אליי אחד שקוראים לו זלנסקי. Avant cela, 2 jours avant mon départ, j'ai reçu un appel de Zelensky, le dirigeant de l'Ukraine. Et il m'a gentiment demandé si je pouvais demander à Poutine de lui parler, pour le rencontrer. Ça fait 5h30 qu'on est là, nous parlons, et puis je dis, oh, Zelensky m'a demandé de vous demander si vous pouviez vous rencontrer. Il était l'homme le plus gentil jusqu'alors et son regard devint froid. Ce sont des nazis, ce sont des fauteurs de guerre, je ne le rencontrerai pas. Ce sont des pro-nazis. Maintenant, il a toute une théorie entourant cette question. Si l'on remonte à la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a certainement été complice à certains moments. Nous avons donc noué une relation à Sotchi. Nous avons parlé au téléphone de toutes sortes de sujets. Les choses commençaient à chauffer avec l'Ukraine. Décembre, 21 janvier. Je ne suis pas trop préoccupé par ça sur le moment. Ce n'est pas un problème majeur pour moi. Je suis à l'étranger, je ne me souviens plus si c'était à Bahreïn ou aux Émirats, et les Américains disent que la guerre est imminente. Il y a un débat sur l'invasion ou non. Donc, ce sur quoi je me concentre, c'est de faire sortir les Israéliens le plus rapidement possible. Je pense que c'était le 24. Je vais vous dire quelque chose en général, quand il s'agit du monde, de la politique étrangère et tout ça, je me concentre sur les intérêts d'Israël. C'est peut-être une vision étroite. Mais je me concentre principalement sur mon peuple. La guerre éclate. Les Russes entrent en Ukraine et le monde entier pense que cette invasion sera un jeu d'enfant. On ne parle pas beaucoup de conquérir l'Ukraine, mais plutôt de vaincre l'Ukraine. Tout le monde sait que Zelensky est fini. L'Amérique suggère à Zelensky de se réfugier chez eux. C'est une information publique. J'ai commencé à étudier le sujet. Lorsqu'un nouveau sujet surgit, je veux comprendre quelle peut être la stratégie de chaque côté. La guerre éclate et je suis instantanément entre le marteau et l'enclume. אין בכלל תחרות פה בעניין הזה. והמלחמה פורצת, ואני נמצא בין פטיש לסדן באופן מיידי. D'une part, les Américains attendent clairement que nous nous mobilisions tous pour l'Ukraine. אמריקאית, בעיקר בהובלה אמריקאית,
Par contre, j'ai deux intérêts opposés. L'un est notre activité en Syrie. 1 ou 2 fois par semaine nous attaquons la présence iranienne en Syrie et la Russie. La superpuissance a le S-300 là-bas, et s'ils appuient sur le bouton, les pilotes israéliens tomberont. Qui les sauvera? Qui sauvera le prochain renard? Biden? Zelensky? Ce sera mon problème. Donc tous les discours sur le fait d'être du bon côté de l'histoire, je comprends, mais moi, j'ai un besoin national. Deuxièmement, il y a beaucoup de juifs en Ukraine et en Russie. Et en tant que Premier ministre de l'État juif, j'ai une responsabilité. Alors qu'est-ce que je fais? Je suis venu avec une stratégie qui dit, quand je suis pressé de deux côtés, j'en prends un troisième, et le troisième c'était créer un contact avec les deux côtés, et essayer de servir de médiateur. Je savais que la confiance que j'avais tissée avec Poutine était une denrée rare. L'Amérique ne savait pas communiquer à cette époque, elle ne sait pas non plus aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait la confiance des deux côtés, peut-être Erdogan dans une certaine mesure. C'est une chose. La deuxième chose, j'ai établi une règle, beaucoup d'aide humanitaire, mais pas de fourniture d'armes. J'ai informé Poutine de tout ce que je faisais. J'ai dit à Poutine, je suis en train d'installer un hôpital de campagne à Lviv. Je veux juste que vous sachiez. Alors il a dit, si tu me donnes ta parole que ce ne sera pas une cachette pour des armes ou des soldats, qu'il ne sera pas utilisé à des fins militaires, alors pas de problème, dis-moi simplement où il se trouve, et je vais m'assurer qu'il n'est pas bombardé. Il y a deux récits très différents. Il a un récit et une perception, Zelensky et l'Occident en ont un autre. L'Occident voit Poutine comme un impérialiste qui veut prendre plus de place. Une fois c'est la Géorgie, une fois ici, une fois là-bas. Et si nous ne l'arrêtons pas en Ukraine, il ira en Pologne et dans les pays baltes. La perception de Poutine était, dès cette réunion à Sotchi, encore plus ici, quand le mur est tombé, nous avons conclu un accord avec l'OTAN, qu'il n'élargirait pas l'OTAN et ne toucherait pas les pays de la ceinture qui entourent la Russie. Et pourquoi alors introduire l'Ukraine dans l'OTAN? L'histoire va beaucoup plus loin. Vous savez, les Américains ont une doctrine vieille de plusieurs siècles appelée la doctrine Monroe par laquelle l'hégémonie sur l'hémisphère occidental, l'Amérique du Nord et du Sud appartient aux États-Unis. Il y a 200 ans déjà, ils ne voulaient pas de la France et de la Grande-Bretagne là-bas. Ne viens pas ici. Et dans une certaine mesure, c'est la perception de Poutine, ne viens pas ici. C'est mon jardin. Je ne prétends pas juger les perceptions. Ce qui m'importe, ce sont les intérêts nationaux d'Israël et je savais que si je ne faisais rien d'autre, je serais obligé de fournir des armes et que je mettrais en danger les Juifs. Alors j'ai appelé les Américains, Blinken, Biden et Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, et j'ai dit, j'ai l'oreille de Poutine, je peux être intermédiaire. Zelensky m'a demandé de contacter Poutine. Zelensky m'a appelé et m'a demandé de contacter Poutine. Pourquoi?
Pour aider, oui, et il était en détresse. N'oubliez pas qu'il sait que ses jours sont comptés, qu'il sera tué. Ce n'était pas difficile de le tuer. Les Russes avaient des exigences. L'une était la dénazification, c'est-à-dire le remplacement du chef, et je suppose que le monde a compris que cela signifiait le tuer. À la même époque, je rencontrais Scholz, le nouveau chancelier allemand qui a remplacé Angela Merkel. Ils sont tous les deux excellents mais très différents. Scholz est un homme de peu de mots. Non pas qu'Angela soit une grande bavarde, mais il est très affligé parce qu'il y a le problème du gaz, il craint pour l'énergie de l'Allemagne et les ramifications. Je lui raconte mes discussions avec Poutine et que Poutine a dit que nous pouvions parvenir à un cessez-le-feu. Alors j'entame des échanges, Poutine-Zelensky, Zelensky-Poutine. Les projets sont échangés, non seulement entre nous, directement aussi. En Biélorussie, dans une ville appelée Gomel, il y a deux équipes de négociation, la Russie et l'Ukraine, que le monde méprisait. Mais je considérais comme une bonne chose qu'ils parlent et échangent. Et j'essaie de trouver des solutions. Je suis très doué pour les négociations. En tant que chef d'entreprise et politicien, je peux arriver à obtenir des concessions. De plus, je me rends compte que nous sommes en sursis. J'ai dit que nous étions sur le point d'avoir un autre Kafr Kana. Je vais expliquer ce que je veux dire aux auditeurs. Une escalade de sécurité non planifiée. Une situation extrême se produira où de nombreux civils seront tués et alors il sera très difficile de parvenir à un cessez-le-feu. Alors j'ai appelé ça l'affaire Kafr Kana. Je l'ai expliqué aux Américains. Tout ce que j'ai fait était entièrement coordonné avec Biden, avec Macron, avec Boris Johnson, avec Scholz et évidemment, avec Zelensky. Je pense qu'il y avait une chance, mais eux, qu'il n'y avait aucune chance. Il y avait quelques problèmes, des enjeux majeurs. Quand j'ai rencontré Poutine, il a fait deux grosses concessions qui sont évidentes maintenant, mais qui ne l'étaient pas à l'époque. Il a renoncé à la dénazification. C'est-à-dire, éliminer Zelensky? Oui. Et je savais que Zelensky était menacé. Il était dans un bunker secret. J'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a avec, tu vas tuer Zelensky? Il a dit, je ne tuerai pas Zelensky. Puis j'ai dit, je dois comprendre que tu donnes ta parole et que vous ne tuerez pas Zelensky. Je ne tuerai pas Zelensky. Après la réunion, dans la voiture du Kremlin à l'aéroport, j'ai contacté Zelensky par WhatsApp ou Telegram. N'aviez-vous pas peur que les Russes le sachent? Non, il n'y avait aucun problème parce que je pensais, ils peuvent savoir. Alors tu l'appelles. J'appelle Zelensky et je lui dis, je sors d'une réunion, il ne va pas te tuer. Il me demande, tu es sûr? 100%, il ne te tuera pas. 2 heures plus tard, Zelensky se rend à son bureau et s'y filme avec son téléphone. Quoi qu'il en soit, c'était une concession. L'autre, c'était qu'il renonçait au désarmement de l'Ukraine. Zelensky a également fait une grosse concession ce samedi-là, je pense que c'était le 2e samedi après le déclenchement de la guerre. La guerre a éclaté un jeudi, le samedi suivant j'étais à Moscou.
Zelensky a renoncé à rejoindre l'OTAN. Il a dit « Je renonce à cela. Ce sont des concessions énormes de chaque côté. La guerre a éclaté à cause de la demande d'adhésion à l'OTAN, et Zelensky a dit « J'y renonce ». La question la plus complexe est la question territoriale, le Donbass, la péninsule de Crimée, la Crimée et le couloir qui se formait entre les deux, à Mariupol. Et le deuxième problème, c'était, comment l'Ukraine se protégera-t-elle et avec quelle garantie? L'Ukraine a exigé de la Russie qu'elle puisse obtenir des garanties de sécurité des États-Unis, de la France, de tous les grands. Et Poutine n'était pas d'accord car pour la Russie, ces garanties étaient un pacte, pas différent de l'OTAN. C'est là que j'ai apporté mon expérience. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, la négociation est déraisonnable parce qu'ils négocient sur quelque chose qu'ils n'ont pas. Vous connaissez la blague sur un gars qui essaie de vendre le pont de Brooklyn aux passants? Ce type a existé, il y a 100 ans, et il l'a vendu. Mais personne n'est le propriétaire du pont de Brooklyn. J'ai dit ça parce que, les États-Unis vous donneront des garanties, ils s'engageront et dans 7 ans, si la Russie viole quelque chose, vous pensez qu'ils enverront des soldats après avoir quitté l'Afghanistan et tout ça? J'ai dit, Volodymyr, ça n'arrivera pas, tu n'auras pas de garantie. Pourquoi négocies-tu? Puis j'ai proposé ce que j'ai appelé le modèle israélien. J'ai dit, je suis le Premier ministre d'Israël, et nous n'avons de garantie de personne. Si quelqu'un nous envahit demain, personne ne nous a donné des garanties et personne ne viendra nous sauver. Ce que nous avons, c'est une armée forte et indépendante qui peut se protéger. Alors oublions ces garanties et discutons des paramètres de construction de la force militaire. Quel genre d'armes, quels avions, combien d'officiers, de soldats? Parce que la Russie ne veut pas de l'Ukraine. Il est très difficile de parvenir à un cessez-le-feu. Comme d'habitude à cause de la politique intérieure de chaque côté. Aucune des deux parties ne peut sembler abandonner, perdre, être faible. Poutine vous dit-il quelque chose que vous jugez pragmatique? Il était très pragmatique, tout comme Zelensky. Donnez-moi un exemple de pragmatisme. Un exemple de pragmatisme. Je ne divulguerai pas des choses que je ne devrais pas, mais il comprenait parfaitement les contraintes politiques de Zelensky. Et Zelensky était pragmatique aussi. Dans chaque négociation, chaque partie est toute bravade. Je vais les déchirer. Je vais les déchirer. Je ferai ceci et cela. Très bien. D'accord. C'est une phase que vous ne pouvez pas sauter. Mais une fois que tu dis « je comprends » et que tu comprends les perplexités, alors tu pourras progressivement entrer dans le vif du sujet. C'est très révélateur de votre personnalité. C'est forcé d'y arriver. Je veux dire, c'est tellement tiré par les cheveux. Pourquoi y allez-vous vous-même? Je comprends à ce moment-là qu'il n'y a personne d'autre pour servir de médiateur. Quelle cote avez-vous donné? 50%. Poutine vous dit, viens, et vous y allez? Oui, il dit, viens, et j'y vais. C'était prévu un samedi, on a essayé de changer ça, car samedi c'est Shabbat, mais je n'ai pas hésité. Il s'agissait de préserver la vie à l'échelle mondiale et garder à l'esprit que tous mes efforts visent d'abord à protéger Israël des pressions qui peuvent lui nuire. Je ne suis d'aucun côté, je suis le médiateur. Si je prends parti, je ne peux pas être un médiateur équitable. Nous atterrissons à l'aéroport de Moscou où plusieurs officiels nous accueillent, et nous nous dirigeons vers le Kremlin. C'était la première fois que je venais en Russie, outre Sotchi, mais la première fois à Moscou. Nous arrivons à cette immense salle d'attente et je prépare ma stratégie dans ma tête. J'ai oublié de dire qu'entre-temps j'ai tout étudié en profondeur,
J'ai lu un livre sur l'histoire de l'Ukraine et de la Russie pour comprendre, et j'ai consulté d'anciens dirigeants. Je consulte beaucoup, je reçois des experts russes, des experts en négociation. Je connaissais le nom de chaque village, le Donbass et son histoire, ce qui s'est passé en 2014, en 2009, ce qui s'est passé toutes ces années, parce que vous ne pouvez pas venir au milieu d'une histoire sans la connaître, et c'est aussi important pour votre fiabilité vis-à-vis des dirigeants. Ils doivent comprendre que vous les comprenez. Vous n'êtes pas d'accord avec eux mais vous les comprenez. Puis je suis allé voir Poutine. N'oubliez pas que nous sommes en plein Covid. Nous nous sommes assis aux deux bouts de la table. Il est resté à 20 mètres. Il y avait l'interprète russe et Elkin et ils se sont assis assez loin de la table et ont traduit. Et nous avons commencé à parler. J'ai compris les besoins fondamentaux de chaque côté. Il y a eu les phases initiales au début et évidemment je ne peux pas entrer dans les détails, mais je te dis juste ce que je peux. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je raconte tout ça. Et quand j'y pense, j'avais l'impression que les deux parties voulaient vraiment un cessez-le-feu. Et comme je l'ai dit, lors de cette réunion, Poutine a fait deux grandes concessions, il a renoncé au désarmement et à la dénazification. Et je me dis, wow, c'est un énorme changement. Il n'est donc pas prêt à se battre à tout prix? Non. Il a des objectifs à atteindre. C'est l'impression que j'ai eue. Il faut être prudent, quelqu'un peut toujours faire semblant. Je décris comment moi je l'ai vu. Je suis parti très optimiste car Zelensky a renoncé à rejoindre l'OTAN, ce qui était la raison de l'invasion. Et Poutine avait dit, dis-moi que l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, et je n'envahirai plus. Il avait donc renoncé à ses exigences. Puis je mets tout le monde au courant les uns après les autres. Vous allez en Allemagne, n'est-ce pas? Oui, ma première fois en Allemagne. Je tenais à ne jamais mettre les pieds en Allemagne, à cause de l'Holocauste. Évidemment, je ne blâme pas les Allemands d'aujourd'hui. Pourquoi était-ce si important d'aller en Allemagne? Parce que l'Allemagne est un acteur. L'Allemagne et la France sont les principaux acteurs en Europe. Et pour obtenir un accord, chacun doit faire quelque chose. Il y a tellement de choses à faire. J'ai alors écrit un protocole de ce dont nous avions discuté, Poutine, Zelensky et moi, et quelles seraient les prochaines étapes. Quels sont les désaccords dans les négociations et ce que chacun doit faire. À partir de là, avec Scholz, nous avons mis au courant les Américains et Macron. Les Américains? Biden lui-même? Non. C'était généralement Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, parfois Biden, parfois Blinken. Vous savez, chaque leader suit son chemin. On peut diviser le spectre des dirigeants qui tend plutôt vers maintenant il faut combattre Poutine parce qu'il ne faut pas récompenser les méchants, et ceux qui disent oublie la guerre tout le monde y perd. Boris Johnson a adopté la ligne agressive. Macron et Scholz ont été plus pragmatiques. Quant à Biden, il était les deux, pragmatique et agressif. Puis je retourne en Israël et un marathon commence pour rédiger le projet des accords négociés. Lorsque tu fais quelque chose, il y a toujours des conséquences. Alors, vous ne pouvez pas être impulsif. Donc je ne dis jamais oui sur le champ. J'étudie et je reviendrai après avec une réponse. Je pense que tout le monde devrait faire ça, ne pas répondre sur le champ, même si on veut plaire.
Tout ce que j'ai fait était coordonné dans les moindres détails avec les États-Unis, l'Allemagne et la France. Donc ce sont eux qui ont bloqué? Oui. Ils ont fait un blocage et j'ai pensé qu'ils avaient tort. L'inconvénient de la guerre en cours, ce sont les pertes en Ukraine et en Russie. C'est un coup très dur pour l'Ukraine. Il va falloir faire une énorme restauration des infrastructures, comme le plan Marshall. Et puis il y a l'impact négatif sur l'exportation de blé et de denrées alimentaires vers le Moyen-Orient, et bien qu'elle ait été en partie prise en charge, la hausse des coûts de l'énergie qui exerce une forte pression sur les démocraties. S'il y a la faim en Afrique, nous verrons l'augmentation de l'émigration vers l'Europe qui sera alors menacée. Et d'un autre côté, sans être cynique, le président Biden a créé des alliances avec d'autres agresseurs, dans l'indifférence générale, et cela a des effets négatifs sur d'autres tensions internationales telles que la Chine et Taïwan. וזה מקרין גם על זירות אחרות, כמו סין, טייוואן, ויש לזה השלכות. לכן מוקדם לדעת. אני לא אומר פה... J'ai une affirmation, je prétends qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un cessez-le-feu, s'il ne l'avait pas freiné. Mais je ne suis pas sûr, et je ne prétends pas que c'était la bonne chose. À cette époque, je pensais que la bonne chose était un cessez-le-feu, mais maintenant je ne peux pas le dire. Peut-être que c'était récompenser le voyou trop rapidement. Cela aurait peut-être transmis un mauvais message à d'autres pays. La médiation surprise ce week-end du Premier ministre israélien. Il a rendu visite à Vladimir Poutine samedi et il est le premier dirigeant étranger à avoir été reçu à Moscou depuis le début de la guerre. Oui, le secret avait été bien gardé. On ne sait pas ce qui était le plus inattendu que Naftali Bennett aille au Kremlin ou qu'il y aille le samedi, jour de Shabbat. Le Premier ministre israélien est un juif observant, mais comme il s'agit de sauver des vies, il s'est autorisé à prendre l'avion ce jour-là. Il y a même vu une obligation morale. Israël a de bonnes relations avec la Russie, d'où proviennent 20% des Israéliens, et encore meilleur avec l'Ukraine, où subsiste une importante communauté. Israël a condamné l'invasion à l'ONU, mais refuse de se joindre aux sanctions. Bennett se garde de dénoncer l'offensive et il laisse son ministre des Affaires étrangères s'indigner à sa place. C'est une position d'équilibriste, tout contre l'Amérique, mais pas contre la Russie. On pourrait dire une position souveraine, dictée par l'intérêt national. Israël fait la guerre à l'Iran en Syrie et elle a besoin de l'accord tacite des Russes qui y sont déployés en force. Le Premier ministre a donc passé 3 heures avec Poutine et il a eu ensuite 3 fois Volodymyr Zelensky au bout du fil. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit et c'est prudent, c'est même encourageant. Ce Bennett fait un sans faute, il a reçu la bénédiction de tous les acteurs, il va continuer la médiation même s'il a peu d'espoir, il reste modeste, c'est normal, il est israélien, la guerre et la paix il connaît. C'est bien le premier dans ce dossier à prendre au sérieux la tragédie sans encourager l'émotion qui bouleverse les opinions publiques. Alors l'émotion en l'occurrence c'est la sympathie que suscite la résistance ukrainienne et l'angoisse que fait naître la guerre. Bien sûr, mais la guerre réclame du sang-froid. Prenez Volodymyr Zelensky, partout célébré comme un nouveau Churchill. Ils ont d'ailleurs des tas de points communs. Churchill aimait faire le spectacle, Zelensky aussi, c'est même son métier. Churchill a passé sa vie à écrire des discours improvisés. Il savait galvaniser les Britanniques en leur promettant de la sueur et des larmes. Zelensky prépare soigneusement des vidéos improvisées qui font battre le cœur de l'Ukraine. Mais il y a une grande différence entre les deux hommes. Churchill a essuyé défaite sur défaite en Afghanistan, aux Dardanelles, avant de tenir tête à Hitler. Il savait ce qu'est capable de faire un canon. Il savait la différence entre vouloir et pouvoir. Alors que Zelensky fait du stand-up en réclamant l'impossible. Il a voulu d'abord adhérer à l'OTAN, ce qui aurait signifié la Troisième Guerre mondiale. Il veut intégrer l'Union européenne tout de suite, et c'est pareil. Il veut l'interdiction du survol de l'Ukraine, qui la ferait respecter, sinon les Occidentaux. Il réclame des avions de chasse, etc. Alors le haut représentant
représentant européen, Joseph Borrell, dit que l'Europe est prête à livrer des MiG, des avions de chasse donc, qui sont en service dans les armées polonaises, bulgares ou slovaques. Aucun de ces pays n'a envie de donner le prétexte à la Russie pour lui déclarer la guerre. Et on se demande si Joseph Borrell a conscience que le bras de fer avec la Russie n'est pas une bataille d'amour-propre comme il en a vécu toute sa vie de politicien. Est-ce qu'il est prêt à prendre un marron dans la figure, à perdre ses dents, à perdre un œil, à perdre un fils? On comprend l'amertume de Zelensky, son angoisse, sa solitude. Il reproche à ses voisins de l'abandonner. Et c'est injuste vu l'accueil des réfugiés, l'aide militaire, la dureté des sanctions. On en vient à se demander si quelqu'un parle un langage de vérité au président ukrainien. Est-ce que quelqu'un l'avait mis en garde contre ses conseillers américains avant qu'il plie bagage, en dehors de Naftali Bennett le prudent, qui connaît la guerre, les sacrifices qu'elle impose? Est-ce qu'il y a un adulte dans la salle pour arracher aux Russes et aux Ukrainiens un compromis, une trêve, tant qu'il est encore temps? En tout cas, vous saluez la discrétion des discussions menées par Naftali Bennett avec Moscou. Ce que vous nous avez raconté vendredi sur l'absence de discrétion des conversations d'Emmanuel Macron, ça a suscité beaucoup d'échos, mon cher Vincent, sur les réseaux sociaux. Mais je salue aussi le coup de fil qu'a passé le chef d'état-major des armées françaises au chef d'état-major des armées russes ce week-end et qu'il a fait connaître par un tweet, une photo. Après son voyage éclair à Moscou, Naftali Bennett est de retour en Israël. Le Premier ministre israélien s'est entretenu avec le président russe ce samedi avec une volonté de se poser en médiateur entre les parties. Jérusalem entretient des relations positives avec Kiev et Moscou. Après cette visite, le Premier ministre israélien s'est envolé pour Berlin où il a rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Un entretien de 90 minutes selon le porte-parole du gouvernement allemand. Les dirigeants allemands et israéliens restent en contact étroit. L'objectif commun est de mettre fin à la guerre en Ukraine le plus rapidement possible. Nous y travaillons de toutes nos forces. Autre contact pris par Naftali Bennett, le Premier ministre israélien a eu le président ukrainien au téléphone. Volodymyr Zelensky a reçu un autre appel, celui de Joe Biden. Dans le cadre d'un dialogue permanent, j'ai eu une nouvelle conversation avec le président des États-Unis. L'ordre du jour comprenait les questions de sécurité, le soutien financier pour l'Ukraine et la poursuite des sanctions contre la Russie. D'ailleurs, une autre sanction est tombée. Les géants mondiaux des cartes bancaires Visa et Mastercard ont annoncé qu'ils suspendaient leurs opérations en Russie. Il sera désormais impossible d'effectuer des transactions bancaires avec des cartes Visa ou encore Mastercard émises en Russie. Impossible aussi d'effectuer des opérations sur le territoire russe avec des cartes émises à l'étranger. Des sanctions qui poussent Vladimir Poutine à se montrer plus menaçant encore. Le président russe lance un avertissement à l'Occident. Toute mesure visant à paralyser l'économie de son pays est apparentée à un acte de guerre. Le président russe a également déclaré aux dirigeants ukrainiens que leur nation risquait d'être démantelée en tant qu'État souverain indépendant s'ils continuaient à résister à l'invasion russe. Des propos tenus alors que Moscou rompait un cessez-le-feu pour permettre aux civils ukrainiens de fuir après 10 jours de bombardements et de dévastation. Via le canal Telegram, le président ukrainien demande à son homologue israélien d'être le médiateur de cette guerre. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett essaye de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants pour tous ses efforts afin que tôt ou tard nous puissions commencer la discussion avec la Russie, peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix si c'est possible. La tâche est alléchante pour Naftali Bennett. L'État hébreu parle aux deux camps et entretient de bonnes relations avec les belligérants. La tentative de médiation a d'ailleurs commencé début mars, moins de 15 jours après le début de la guerre. Samedi 5 mars, Naftali Bennett s'envolait en plein Shabbat pour Moscou. Un entretien de 3 heures avec Vladimir Poutine, dont rien n'a filtré. C'était la première visite en Russie d'un dirigeant étranger pour parler de l'invasion russe. Le même jour, le Premier ministre israélien appelait le président ukrainien. Mais dans ce conflit, Israël marche sur des œufs. D'un côté, il y a cette alliance historique avec les États-Unis, fervent soutien de l'Ukraine. De l'autre, il y a les contraintes géostratégiques qui obligent l'État hébreu à garder une certaine proximité avec Moscou. À sa frontière nord, il y a la Syrie, où les Russes sont très présents. En cas de brouille avec Israël, il serait donc facile pour le président russe
de perturber l'équilibre fragile de la région en s'appuyant notamment sur le mouvement chiite Hezbollah. Sur le dossier ukrainien, donc, l'État hébreu joue les équilibristes. Condamner la Russie sans infliger de sanctions à Moscou et refuser de vendre des armes à Kiev, qui a pourtant réclamé plusieurs fois déjà le dôme de fer, le système de défense aérien israélien. Le Brésil, l'Argentine et la Colombie ont refusé d'envoyer des armes à l'Ukraine, malgré la pression des États-Unis et de l'Union européenne. Les dirigeants latino-américains ont appelé à la paix avec la Russie, et ont appelé à la neutralité dans la nouvelle guerre froide de l'Occident. Le président argentin a déclaré, lors d'une conférence de presse, que l'Argentine et d'autres pays d'Amérique latine ne prévoient pas de fournir des armes à l'Ukraine, ni à aucune autre zone de conflit. Il a critiqué la Russie pour avoir envahi l'Ukraine, mais il a appelé à la fin de la guerre, appelant à la paix et non à l'escalade. Pris au piège d'une dette de 44 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international dominé par les États-Unis, le gouvernement argentin a renforcé les liens de son pays avec la Chine et la Russie. Le président colombien a révélé que les États-Unis avaient également fait pression sur son pays pour qu'il fournisse des armes à l'Ukraine. Mais il a refusé de le faire, appelant plutôt à la paix. Washington veut que Bogota envoie les équipements militaires russes que la Colombie possède en Ukraine, mais son président a souligné que la constitution de son pays appelle à la paix internationale et que, par conséquent, ces technologies militaires resteront en Colombie. Si quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra. Le commandant du commandement sud de l'armée américaine qui opère en Amérique latine et dans les Caraïbes, a révélé le 19 janvier que Washington faisait pression sur les pays de la région pour armer l'Ukraine. Il veut que les pays d'Amérique latine remplacent leurs équipements russes par des équipements américains, si ces pays veulent en faire don à l'Ukraine, a déclaré le général d'armée Laura G. Richardson. Mais les dirigeants d'Amérique latine ont refusé, maintenant plutôt la neutralité et appelant à la paix. Les gouvernements de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua ont accusé l'expansion de l'OTAN et l'ingérence des États-Unis d'avoir provoqué la guerre en Ukraine. Le président mexicain a proposé de tenir des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit, et les gouvernements en Bolivie et au Honduras ont rejoint le Brésil, l'Argentine et la Colombie en refusant de faire partie de la guerre par procuration. Le Brésilien Lula a dénoncé les gouvernements occidentaux pour avoir intensifié la violence en Ukraine au lieu d'encourager les négociations de paix. Lors de sa campagne présidentielle en 2022, Lula a critiqué la Maison-Blanche et a demandé comment la plus grande puissance économique du monde peut-elle dire qu'elle n'a pas de lait pour les enfants après que le président Biden a annoncé 40 milliards de dollars pour acheter des armes destinées à la guerre en Ukraine. Dans une interview accordée au magazine Time en mai 2022, Lula a repoussé l'hystérie anti-russe occidentale, et a souligné que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky est aussi responsable que Poutine de la guerre, parce que dans la guerre, il n'y a pas qu'un seul coupable.